Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, dans le département de médecine interne et d'immunologie clinique. Je suis le docteur Sadoun et on va parler de la maladie de Behçet. La maladie de Behçet est une maladie systémique dont la découverte remonte au début du XXe siècle. C'est un dermatologue turc qui a donné son nom à cette pathologie, qui, dans la première description, associait des ulcérations buccales et génitales et une inflammation oculaire dite uvéite. Il s'agit d'une maladie assez fréquente, surtout touchant les hommes et les femmes d'âge moyen. Le pic de fréquence est aux alentours de 35 ans et on considère qu'au-delà de 50 ans, lorsque les premières manifestations surviennent à cet âge-là, le diagnostic est à remettre en question parce qu'en général, au-delà de 50-55 ans, le diagnostic est peu probable. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont touchés par cette pathologie et il y a également des cas pédiatriques qui sont relativement rares. Il s'agit d'une maladie qui a une forte prévalence dans les pays d'Afrique du Nord notamment, du Moyen-Orient et d'Asie, avec des prévalences qui vont jusqu'à 400 par million d'habitants en Turquie. En France, on estime que c'est une maladie qui touche 7 personnes par million d'habitants. Cette pathologie est considérée à la fois comme une maladie auto-immune, mais également comme une maladie auto-inflammatoire. Auto-immune parce qu'il y a un lien avec le HLA B51, et donc probablement une sélection de certains lymphocytes, mais également parce qu'il y a des formes néonatales de maladie de Behçet transmises de la mère à l'enfant. Auto-inflammatoire parce qu'il y a des polymorphismes du TNF récepteur sur le plan génétique et également avec des gènes proches de la FMF. Et puis le phénotype clinique est parfois très évocateur d'une maladie auto-inflammatoire avec des évolutions inflammatoires aiguës et des améliorations. La difficulté sur le plan diagnostique, c'est qu'il n'y a pas de marqueur biologique qui signe la maladie, il n'y a pas de critères histologiques tout à fait typiques et il n'y a pas d'auto-anticorps dans cette pathologie. Les syndromes inflammatoires biologiques n'est pas toujours présent, il est présent dans 30 à 40% des cas, notamment dans les formes vasculaires avec des atteintes cardiovasculaires ou des atteintes synoviales inflammatoires. C'est la raison pour laquelle on utilise, dans le cadre des études internationales ou dans le cadre de publications, des critères de classification de la maladie. Les premiers ont été établis en 1990 et à l'époque, il fallait avoir obligatoirement des poussées itératives d'aphthose buccale, au moins 3 par an, associées à 2 items facultatifs qui composaient une aphthose génitale, une atteinte inflammatoire oculaire, une atteinte cutanée ou un test pathergique positif. En 2013, ce même groupe international a réactualisé ces critères, ne rendant plus obligatoire la présence d'une aphthose buccale, mais attribuant des points en fonction des atteintes et avec un nombre total de points qui devait être de 4 points pour pouvoir poser ce diagnostic, avec 2 points pour une aphthose buccale, 2 points pour une aphthose génitale et 2 points pour une atteinte oculaire. Cette nouvelle classification a pris en compte, ce qui n'était pas le cas auparavant, les atteintes vasculaires et les atteintes neurologiques de cette pathologie. Il s'agit donc de critères qui aident au diagnostic, mais qui ne sont pas des critères qu'on utilise forcément dans la pratique quotidienne, parce qu'on sait que par exemple les aftes buccaux sont absents dans 30% des cas lorsqu'on a une atteinte sévère cardiovasculaire ou neurologique. Et il ne faut pas qu'il y ait un retard diagnostique à cause de ça. Il faut savoir traiter les patients sans ces critères. Alors, devant une aphthose buccale, quand évoquer une maladie de Behçet? Tout d'abord, il faut rappeler que les aftes buccaux n'ont aucune spécificité dans la maladie de Behçet par rapport à des aftes buccaux chez des sujets ou des gens sains. C'est quelque chose d'assez fréquent. Ce qu'on peut dire, c'est que les aftes buccaux dans la maladie de Behçet sont volontiers plus douloureux, plus fréquents et ont une durée évolutive plus longue.
Ce qui va être intéressant dans ce cas de figure, c'est quand les aftes buccaux sont associés à une aphthose génitale. Là, le cadre étiologique devient beaucoup plus restreint. Et à ce moment-là, on rentre sur un cadre qui peut toucher les maladies inflammatoires du tube digestif, la maladie de Behçet, certaines hémopathies, certaines maladies carentielles et voire certaines spondylarthropathies. Il faut également céder des signes cutanés, et notamment des lésions de pseudofolliculite, qui sont des lésions en fait puriformes, non centrées par un poil, qui peuvent avoir un aspect nécrotique et qui sont très fréquentes au niveau du tronc et également au niveau des membres, et ça c'est un élément important pour le diagnostic. On peut avoir également d'autres manifestations cliniques cutanées. Vous avez ici en bas à droite un érythème noueux, tout à fait classique, et la maladie de Behçet est un des diagnostics d'érythème noueux. Et puis en bas à gauche, et sur la diapositive également en haut à gauche, vous avez des lésions de dermatose neutrophilique, avec un syndrome de Sweet, chez une patiente notamment qui avait des lésions sur tout le corps. Et ça, c'est des manifestations qu'on peut rencontrer dans la maladie de Behçet. Voici une autre manifestation cutanée qui rentre dans le cadre des dermatoses neutrophiliques et qui est là le cas d'un pyoderma gangrénosome, à gauche avant traitement et à droite après traitement par anti-TNF. Alors, dans cette pathologie, on considère qu'il y a des variations phénotypiques en fonction de l'origine géographique des patients. Pour vous en illustrer un peu les choses, je vous montre un peu l'étude que nous avons faite dans le service sur 3 populations de patients, des patients d'origine européenne, des patients d'origine nord-africaine et des patients d'Afrique subsaharienne, sur l'origine de leurs parents et de leurs grands-parents. Ce qu'on a pu voir dans ces 3 types de populations, qui avaient un âge moyen au diagnostic similaire, des délais diagnostiques identiques, on a pu voir en fait que sur le plan de la présentation clinique, il y avait des différences, et notamment sur les formes graves, qui sont les atteintes cardiovasculaires et les atteintes neurologiques. Il y a plus d'atteintes cardiovasculaires et neurologiques chez les patients d'Afrique subsaharienne par rapport aux 2 autres groupes, et c'est également un peu le cas chez les patients d'Afrique du Nord, mais de manière moins nette. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les décès dans ces populations, dans ces 3 populations, on s'aperçoit que cette population d'Afrique subsaharienne a un taux de décès plus important, 2 fois plus important que la population d'Afrique du Nord, et 4 fois plus importante que la population européenne. Ce qui veut bien dire qu'il y a effectivement des différences en fonction de l'origine et probablement de la génétique des patients. Alors on va essayer de voir un petit peu les manifestations les unes après les autres. On va commencer par l'atteinte articulaire associée à la maladie de Behçet. Cette atteinte articulaire, elle est fréquente puisqu'elle touche en moyenne un patient sur 2. Elle inaugure la maladie dans 20% des cas, et la description de ces atteintes articulaires est globalement assez reproductible puisqu'on a souvent des tableaux d'oligoarthralgie inflammatoire ou d'oligoarthrite, volontiers des arthrites. Dans 65% des cas, ce sont des atteintes qui sont rarement érosives, qui sont asymétriques, qui touchent volontiers les grosses articulations et plus particulièrement les genoux et les chevilles et qui impactent fortement la qualité de vie des patients. Dans une étude qui s'est intéressée aux différentes atteintes articulaires et leurs sièges, on s'aperçoit que c'est bien les genoux, les chevilles et à un degré moindre les poignets, les épaules et les coudes qui sont touchés préférentiellement dans cette pathologie. Alors quand on regarde un peu mieux l'atteinte synoviale sur des biopsies synoviales de ces patients et qu'on compare les atteintes synoviales inflammatoires de maladie de Behçet par rapport à des patients qui ont un rhumatisme psoriasique, qui est une maladie inflammatoire assez proche, on s'aperçoit qu'il y a un infiltrat à gauche, en haut à gauche, de polynucléaires neutrophiles beaucoup plus important dans la maladie de Behçet, comparativement au rhumatisme psoriasique. En termes d'infiltration de macrophages, c'est à peu près la même chose.
Les mastocytes, c'est également la même chose. L'autre différence est au niveau des infiltrats en lymphocytes. Et là, on voit également qu'il y a une nette prédominance de lymphocytes dans les infiltrats articulaires de maladie de B7 par rapport au rhumatisme psoriasique. Et ça, c'est une autre différence. Cet infiltrat lymphocytaire et polynucléaire neutrophile est également retrouvé dans d'autres organes touchés, notamment sur des biopsies neurologiques centrales, sur des atteintes inflammatoires de B7. Les atteintes digestives sont beaucoup plus rares, on estime qu'elles sont de l'ordre de 5 à 10% en Europe, alors qu'elles sont volontiers plus fréquentes au Japon, de l'ordre de 30%, et leur présentation est globalement similaire à ce qu'on voit dans une maladie de Crohn. Les complications sont les mêmes, un type de perforation ou d'hémorragie digestive, et les petites différences sont que dans la maladie de B7 avec atteinte digestive, il est très rare d'avoir des atteintes anorectales. Il n'y a pas de granulomes sur les biopsies digestives. Les lésions iléocécales sont prédominantes et on peut avoir des ulcérations creusantes, voire des fistules dans la maladie de B7. Ce qui fait dire aux collègues gastro-entérologues turcs qui voient beaucoup de ces patients qu'il est important de recontrôler l'endoscopie sous traitement chez ces patients afin de ne pas méconnaître des ulcérations creusantes persistantes et de ne pas sous-traiter les patients. L'atteinte oculaire est l'atteinte principale de la maladie parce que fréquente, elle touche 7 patients sur 10, parce que sévère sur le plan fonctionnel. C'est une atteinte qui touche des gens jeunes, la moyenne d'âge c'est de l'ordre de 30 à 35 ans. C'est une atteinte cécitante. Il y a encore 20 ans, 20 à 30% des patients devenaient aveugles dans les 4 à 5 ans qui suivaient le diagnostic. Avec l'amélioration des traitements, on considère qu'à l'heure actuelle, on est plutôt à 10 à 15% de cécité à 4 ans. Pourquoi c'est grave? Parce que la première des raisons, c'est que cette atteinte oculaire révèle la maladie dans 20 à 30% des cas et qu'il n'y a pas tous les critères de la maladie à cette occasion, et donc les délais diagnostiques sont parfois importants. Les autres éléments qui font la gravité de cette atteinte oculaire sont liés au fait que dans 80% des cas, elle touche le segment postérieur de l'œil et qu'elle se bilatéralise dans les 2 ans dans 8 cas sur 10. Et ces deux éléments-là font la sévérité, la grande gravité de cette atteinte oculaire et justifient un traitement extrêmement rapide et intensif de ces atteintes. On peut également retrouver dans ces examens ophtalmologiques des aftes conjonctivaux, ce qui en fait caractérise les aphthoses tripolaires. C'est des choses qu'on peut voir de manière assez rare, mais qui existent et qu'il ne faut pas méconnaître. Voici également un type d'uvéite antérieure qui est assez spécifique de la maladie de B7, mais que l'on peut également rencontrer dans les uvéites B27 ou associées aux spondylarthropathies, qui sont les uvéites à hypopion. Et l'on voit en fait sur ce schéma une sédimentation de cellules inflammatoires dans la chambre antérieure qui donne cet aspect puriforme caractéristique d'une uvéite à hypopion. Ces uvéites à hypopion, à l'inverse des uvéites antérieures classiques, justifient assez souvent de traitements par voie générale et notamment de corticoïdes à forte dose. C'est une des particularités. Alors bien entendu, à côté de ça, on a des atteintes du segment postérieur de l'œil avec des vascularites rétiniennes, et là on peut voir ici sur cette diapositive des hémorragies en flamèche, ici des nodules cotonneux et des lésions ischémiques et de vascularites rétiniennes. Vascularite veineuse tout à fait floride qui caractérise ces atteintes oculaires de maladie de B7. Cette diapositive illustre bien l'avancée des traitements et l'apparition des biothérapies et leur efficacité. Il y a encore une dizaine d'années, on restait sur des traitements assez classiques des vascularites, et notamment l'endoxan, qui restait un traitement dans les formes les plus sévères. Et là, vous avez un fond d'œil où on ne voit pas grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de cellules inflammatoires, chez un patient traité par forte dose de cortisone et endoxan après plusieurs cures.
Chez ce patient, nous avons effectué un changement d'immunosuppresseur et nous avons débuté les anti-TNF. Et l'on peut voir que dès 48 heures après l'introduction de l'anti-TNF, le fond d'œil s'éclaircit. Et 3 semaines après les anti-TNF, on récupère un fond d'œil totalement clair, bien sûr avec des lésions séquelaires de cette vascularite. Mais donc c'était les premières démonstrations d'efficacité extrêmement importante et rapide des anti-TNF dans cette indication. Depuis, d'autres agents biologiques sont apparus. Il s'agit d'une étude turque de l'équipe d'Ahmet Gül, paru en 2012 dans Annals of Rheumatic Disease, et qui a rapporté les premiers cas d'amélioration sous anti-interleukine 1, le gevokizumab à l'époque, une injection de ce traitement chez les patients réfractaires à une ou plusieurs lignes d'agents immunosuppresseurs. Et on peut voir en haut à gauche une uvéite à hypopion qui diminue et se normalise 4 jours après l'injection, ce qui est un délai très rapide, et un peu en dessous, un fond d'œil qui à J0 est très inflammatoire, puisqu'on voit en fait l'opacité, et dès 7 jours, on observe une nette amélioration de ce fond d'œil avec un effet effectivement extrêmement rapide, et en parallèle, une baisse de l'interleukine bêta sous traitement par anti-interleukine. Les autres atteintes qui vont maintenant faire la gravité de la maladie et parfois la mortalité, c'est les atteintes neurologiques centrales de la maladie de Behçet. Elles touchent 30 à 40% des patients. C'est des hommes, volontiers, dans 7 cas sur 10, des hommes jeunes, et souvent avec une durée d'évolution de la maladie assez courte, de l'ordre de 5 ans en moyenne. Il y a 2 formes schématiquement de neuro-Behçet. Il y a des formes parenchymateuses qui constituent 75% des cas, et puis des formes vasculaires, essentiellement constituées de thrombophlébite cérébrale, que l'on rencontre dans 15 à 20% des cas. Les formes mixtes sont extrêmement rares, c'est vraiment une particularité de ces atteintes neurologiques. Alors voici l'exemple d'un patient qui nous a été adressé récemment, qui illustre bien la problématique et la présentation de ces atteintes. Un patient de 32 ans, d'origine bretonne, qui avait une histoire d'aphthose bipolaire récurrente depuis plusieurs années, sans antécédents familiaux de maladie de Behçet ou de maladie inflammatoire. Ce patient va présenter brutalement à la mi-novembre 2015 une dysarthrie associée à une diplopie et des céphalées. Il est hospitalisé une première fois dans la région bretonne, près de Rennes, et à ce moment-là, l'examen ophtalmologique ne révèle pas d'anomalie. Il n'y a pas d'autres signes évocateurs de maladie de Behçet, notamment cutanée, et le Patergy-test est négatif. Une ponction lombaire est réalisée devant ces céphalées et objective une méningite avec 200 éléments à formule panachée, sans documentation microbiologique. Dans le doute, il est traité par une triple antibiothérapie pendant 10 jours, et le sentiment est celui d'une amélioration transitoire sur le plan clinique. Quand on regarde les images, on aperçoit une volumineuse lésion capsulothalamique et également des lésions cérébelleuses et surtout du tronc cérébral sur cette image à droite qui est assez volontiers assez importante au diagnostic. Ce patient va s'améliorer très transitoirement et finalement va s'aggraver sur le plan neurologique juste dans les 15 jours qui suivent avec l'apparition d'une hémianesthésie gauche, hémiparésie gauche, paralysie faciale périphérique droite, atteinte oculomotrice du 6 à droite, du 4 à gauche et des troubles de la déglutition. Il va avoir une ponction stéréotaxique ramenant un liquide puriforme macroscopiquement, avec des prélèvements microbiologiques et une PCR ARN-16S qui ne retrouve rien sur le plan microbiologique. La biopsie n'est pas analysée en anatomopathologie du fait du manque de matériel. Et sur l'IRM, on aperçoit une atteinte inflammatoire contralatérale au niveau capsulothalamique qui apparaît. Ce patient va nous être adressé. On va débuter une corticothérapie à forte dose
devant l'antécédent d'aphthose bipolaire, la négativité des prélèvements microbiologiques et l'aspect compatible, après discussion avec nos neuroradiologues, pour une maladie de B7 avec atteinte neurologique. Sous corticoïdes, on va avoir une amélioration de l'imagerie et on va décider de compléter ce traitement par la mise sous anti-TNF et infliximab à la dose de 5 mg kg selon un schéma classique J0, J15, puis 4 semaines et toutes les 5 à 6 semaines ensuite. Et ce patient va s'améliorer, mais garder malheureusement quelques séquelles qui prendront probablement du temps avant de récupérer et gardera sans doute quelques séquelles. Alors, la particularité des neuro-B7, c'est vraiment le fait qu'il y ait des localisations des lésions très volontiers au niveau du tronc cérébral, de la jonction mésodiencéphalique ou de la jonction pontobulbaire, mais également au niveau capsulothalamique. Ça, c'est les localisations préférentielles. Ça n'est pas spécifique de la maladie, mais ça doit orienter vers cette pathologie, surtout s'il y a d'autres éléments pour ce diagnostic. À l'inverse de maladies inflammatoires neurologiques comme la sarcoïdose ou la sclérose en plaques, les atteintes inflammatoires médulaires sont très rares. Dans la suspicion de neuro-B7, on réalise une ponction lombaire qui n'est positive que dans 6 cas sur 10. Quand elle est positive, dans la moitié des cas, on observe une hyperlymphocytose. Dans l'autre moitié, c'est une formule puriforme, polynucléaire ou panachée. Et dans ces cas-là, bien sûr, la recherche microbiologique sont négatives. Alors, pourquoi les lésions inflammatoires se localisent préférentiellement au niveau capsulothalamique et notamment au niveau du tronc cérébral? Sur certaines biopsies stéréotaxiques, il a été montré la présence de lésions de vascularite veineuse. L'hypothèse est que effectivement ces lésions cérébrales soient plutôt volontiers veineuses qu'artérielles. Et effectivement sur l'imagerie, le territoire lésionnel est très peu en faveur d'une atteinte artérielle, et ça n'est vraiment pas dans les territoires artériels qu'on retrouve les lésions. Et l'hypothèse et l'explication est liée au fait que possiblement dans le tronc cérébral il y a moins de collatéral que au niveau du cortex. Et le fait qu'il y ait moins de collatéral veineuse à ce niveau-là peut être responsable d'un tropisme plus important des lésions à ce niveau-là. Alors voici quelques images de neuro-B7 à l'IRM. On peut voir ici en fait des lésions du mésencéphale et du pont, des pédicules cérébelleux, en hyper T2 qui se rehaussent de manière un peu micronodulaire. Et puis sur cette diapositive, on voit des formes beaucoup plus nettes et beaucoup plus inflammatoires au niveau du mésencéphale et qui s'étendent au thalamus à gauche. Et puis on peut avoir également des formes pseudo-tumorales, comme ce type de patient qui avait effectivement une atteinte extrêmement sévère associée à une myocardite, une aphthose bipolaire, et qui avait préalablement eu une biopsie cérébrale qui retrouvait des lésions d'encéphalite puriforme, avec des recherches microbiologiques et des recherches de lymphomes et de BK qui s'étaient avérées négatives. Et c'est ce même patient, après corticothérapie et traitement par endoxan, qui ont pu faire régresser ces lésions. Mais vu le délai au diagnostic, il y avait eu quand même des séquelles chez ce patient. Effectivement, le délai entre le diagnostic et l'initiation du traitement est un facteur prépondérant pour éviter les séquelles. Pour finir sur cette description clinique, on va aborder maintenant les atteintes vasculaires et cardiovasculaires qui sont les atteintes les plus graves de la pathologie et qui sont responsables de la principale cause de mortalité dans cette pathologie. Il faut distinguer les atteintes veineuses qui sont les plus fréquentes dans 30% des cas et les atteintes artérielles dans 5 à 15% des cas. C'est surtout des hommes, comme dans les atteintes graves neurologiques. Vous voyez que c'est 3 à 5 hommes pour une femme pour les atteintes veineuses et 8 hommes pour une femme dans les atteintes artérielles. L'âge au diagnostic est relativement jeune, entre 25 et 35, voire 40 ans au plus. C'est des retards diagnostiques souvent assez importants, jusqu'à 10 ans avant que le diagnostic soit fait, entre le premier symptôme et le diagnostic.
Et il faut noter également, notamment dans les atteintes artérielles, qu'il y a une hypersensibilité endothéliale au contact, et notamment suite à des traumatismes, que ce soit des gaz du sang, des artériographies, tout geste invasif, qui peuvent induire des anévrismes et des lésions vasculaires post-traumatiques. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une atteinte vasculaire dans la maladie de Behçet, on a plus volontiers un syndrome inflammatoire biologique, ce qui n'est pas le cas pour les autres atteintes, et également un terrain fébrile, qui est une des particularités de ces atteintes vasculaires. Alors, les manifestations veineuses, c'est 75% des cas, les atteintes artérielles, c'est 25% des cas, mais il faut savoir que quand on a une de ces atteintes vasculaires, on a plus fréquemment d'atteintes veineuses ou d'atteintes artérielles, et que ces atteintes vasculaires sont souvent apparaissent chez le même patient de manière décalée, mais sont souvent présentes. Les atteintes veineuses touchent majoritairement les membres inférieurs, et ce qui fait la gravité de ces atteintes veineuses, c'est que dans 30% des cas, on peut avoir des atteintes des gros vaisseaux, avec des atteintes de la veine cave, des veines sus-hépatiques, des thrombophlébite cérébrales, et donc ça, c'est la gravité. On peut avoir des embolies pulmonaires, et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement large en termes de spectre lésionnel. Les artères, il faut retenir qu'il y a également tout type de localisation, de la tête jusqu'aux pieds, qui a volontiers plusieurs localisations en même temps. Les patients ont volontiers 2 à 3 anévrismes au même moment, et on a plus fréquemment des anévrismes, et parfois on peut avoir également des sténoses ou des occlusions artérielles. Et on peut également, dans des cas assez rares, avoir des lésions distales, microvasculaires, microcirculatoires. On peut également observer des thromboses veineuses superficielles qui sont de diagnostic souvent difficile, avec un tableau en haut à droite qui ressemble à des lacis veineux qui se terminent par un élément nécrotique, souvent douloureux, parfois pris à tort pour un érythème noueux. Et c'est un élément très important parce que souvent méconnu et parce que c'est un facteur de risque très important d'événements vasculaires parfois graves ultérieurs. Et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir diagnostiquer afin d'éviter l'évolution vers une atteinte plus sévère et pour éviter les influences veineuses chroniques que peuvent générer ce genre d'atteinte. On va insister sur 2 à 3 types d'atteintes vasculaires veineuses, notamment les thromboses veineuses cérébrales. C'est 10 à 15% des patients. C'est inaugural dans 30% des cas, et c'est souvent, en tout cas associé à une hypertension intracrânienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer sur l'examen ophtalmologique inaugural qui permet de voir un œdème papillaire. Et il faut absolument prendre en compte dans le traitement cette hypertension intracrânienne. Sinon, le risque, c'est de développer une atrophie du nerf optique par la périlisation de cet œdème papillaire. Et c'est responsable de 15% de cécité chez ces patients lorsque l'hypertension intracrânienne n'est pas bien prise en charge. Il faut noter encore une fois que ces patients qui font une thrombose veineuse cérébrale ont plus volontiers d'autres thromboses extracérébrales que les autres patients. Ça, c'est le cas d'un patient qui a un syndrome de Budd-Chiari, qui est traité par ondoxan et par corticoïdes. On voit très très bien sur cette diapositive la circulation veineuse collatérale. On voit la cite. Et en fait, ce patient sous corticoïdes et ondoxan va développer une encéphalopathie hépatique, des thromboses veineuses superficielles que l'on voit ici, et une extension de ces thromboses au niveau iliofémoral bilatéral. Et en fait, ce patient, ce n'est que sous anti-TNF, la mise sous anti-TNF, qui va permettre d'améliorer sa fonction hépatique, le retirer de la liste des greffes, et améliorer l'état vasculaire général et contrôler ces atteintes vasculaires. Et ce patient est actuellement sorti de la liste de transplantation, stabilisé sur le plan de la maladie de Behçet et sur le plan hépatique, sous anti-TNF au long cours. Voici également le cas d'un patient qui se présente pour une fièvre
et une thrombose avec des ulcères suspendus au niveau des deux jambes, des ulcères veineux qu'on voit ici, avec des œdèmes des deux membres inférieurs. C'est un patient qui avait des cicatrices d'aphthose génitale et des aphtes buccaux, en plus de cette fièvre, une circulation veineuse collatérale au niveau des flancs et de l'abdomen, qui traduisait en fait une thrombose fixée de la veine cave, qui est également quelque chose d'assez classique dans cette pathologie. Alors la question de la prise en charge de ces thromboses dans la maladie de Behçet est assez complexe et est liée au fait que l'origine de la thrombose est une atteinte inflammatoire veineuse de la paroi des vaisseaux. Et cette atteinte inflammatoire se traduit par un traitement anti-inflammatoire qui est efficace dans la majorité des cas, que ce soit des corticoïdes et ou des immunosuppresseurs. La place des anticoagulants est discutée. Certains auteurs pensent qu'il n'est pas justifié de mettre des anticoagulants, notamment en raison du risque de saignement chez des patients qui ont potentiellement des atteintes artérielles anévrismales associées. Dans notre expérience, ces événements hémorragiques sous anticoagulants sont rares, de l'ordre de 1 à 2%, et n'ont pas engendré de décès ou de complications très graves. Si au préalable on s'assure qu'il n'y a pas bien sûr d'anévrisme, et nous avons émis l'hypothèse que l'adjonction d'anti-inflammatoires et de corticoïdes aux anticoagulants était bénéfique afin de revasculariser ces patients. L'autre élément est que nous avons démontré que l'adjonction d'immunosuppresseurs sur ces patients qui développaient des thromboses veineuses, notamment dans les gros vaisseaux, était un facteur de bon pronostic pour limiter les récidives, qui sont estimées à 30% au cours du suivi. Les atteintes artérielles sont une atteinte qui fait la gravité principale de cette pathologie et la mortalité. Vous voyez ici en fait des véritables ulcères artériels qu'on peut voir ici. L'aspect macroscopique est tout à fait illustratif et les chirurgiens en général reconnaissent très bien l'origine anévrismale d'une maladie de Behçet par cet aspect extrêmement creusant, ulcéré de ces pseudo-anévrismes de maladie de Behçet. Ils peuvent être asymptomatiques et l'élément de gravité se situe sur la localisation au niveau de l'aorte ou au niveau des artères pulmonaires qui font l'extrême gravité et l'urgence thérapeutique de ces anévrismes compte tenu du risque de rupture et de la gravité en cas de rupture par rapport à des anévrismes périphériques qui là laissent plus de temps sur la gestion du traitement anti-inflammatoire et dans un deuxième temps d'un traitement chirurgical. Dans les anévrismes aortiques et dans les anévrismes artériels pulmonaires, il faut mixer la prise en charge endovasculaire ou chirurgicale et médicamenteuse par les traitements anti-inflammatoires. Vous voyez sur cette courbe la mortalité induite par les lésions artérielles en bas par rapport à des patients n'ayant pas d'atteinte artérielle au-dessus, et vous voyez en fait le différentiel en termes de mortalité. Sur les localisations de ces atteintes artérielles, là également, comme dans les atteintes veineuses, toutes les localisations sont possibles. Vous pouvez avoir ici des anévrismes carotidiens extrêmement volumineux, qui sont vraiment tout à fait un site très atypique, mais très évocateur dans ce contexte de maladie de Behçet, des atteintes artérielles volumineuses, et parfois plusieurs anévrismes au même moment chez un même patient. Voici encore une autre illustration d'un anévrisme carotidien chez un jeune patient avec un aphte buccal et la nécessité d'une mise à plat en extrême urgence associée dans le même temps à un traitement anti-inflammatoire par corticoïde à forte dose et à un immunosuppresseur ou un immunomodulateur. On l'a dit, ces anévrismes sont volontiers multiples chez un tiers des patients. Ici, vous avez des anévrismes des artères pulmonaires, vous en avez plusieurs en même temps. Là, ce sont des anévrismes de l'aorte, multiples, et là, ce sont des anévrismes sus- et sous-poplités. Pour finir, on a également des atteintes cardiaques dans moins de 5% des cas,
Et tous les trois tuniques du cœur peuvent être touchés. On a les péricardites qui sont la principale cause, principale atteinte au niveau cardiaque dans 40% des cas, volontiers récidivante. Elle donne rarement des tamponnades. On peut avoir également des tableaux de valvulopathie inflammatoire avec des endocardites inflammatoires et des perforations valvulaires et des insuffisances aortiques. On a également des thrombus intracardiaques, notamment au niveau des cavités droites, ventricules ou oreillettes droites, des infarctus, volontiers monotronculaires chez des jeunes patients qui n'ont pour seul facteur de risque le tabac, des coronarites, des anévrismes coronaires et des tableaux de myocardite qui, si elles restent méconnues, peuvent évoluer vers des fibroses endomyocardiques dans les années qui suivent. Et là encore, l'atteinte cardiaque est une atteinte de mauvais pronostic, avec ici une courbe de survie. En rouge, les patients ayant une atteinte cardiaque et les patients n'ayant pas d'atteinte cardiaque en noir au-dessus. Donc si on résume cette pathologie sur le plan pronostic, la mortalité est globalement assez faible et est essentiellement observée chez les hommes jeunes, de causes vasculaires, anévrismales pour les artères pulmonaires et l'aorte, et également sur les veineuses, sur les vaisseaux de gros calibre, et notamment les atteintes de la veine cave ou les syndromes de Budd-Chiari. La morbidité, en revanche, est très élevée en raison des cécités et de l'atteinte oculaire fréquente chez 6 à 7 patients sur 10, et également en raison des atteintes neurologiques centrales, souvent méconnues, des délais diagnostiques qui peuvent atteindre 6 à 7 ans, et des séquelles neurologiques qu'elles induisent. Dans cette étude, nous avions analysé l'index de mortalité standardisé par rapport à une population du même âge, du même sexe de la population générale, et on a pu observer que entre 15 et 35 ans, le surrisque de mortalité était de l'ordre de 3 fois la population normale, et que ce risque avait tendance à diminuer chez les patients plus âgés. L'autre élément à retenir sur le plan de la mortalité, ça c'est ici à gauche la courbe de survie. Et en fait, à droite, on peut voir la mortalité chez les femmes, qui est quasiment nulle, et en revanche, chez les hommes, en pointillé, on s'aperçoit que c'est essentiellement les hommes qui décèdent dans cette pathologie et qui ont les atteintes les plus sévères. La raison n'est pas très claire, mais c'est vraiment une observation qui est corroborée par toutes les études à travers le monde. La stratégie thérapeutique est la suivante. Il est très important au départ d'éliminer les diagnostics différentiels. Il n'y a pas de critères diagnostiques formels, biologiques, histologiques de cette pathologie, donc il est extrêmement important d'éliminer les diagnostics différentiels. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à savoir les comorbidités, connaître les comorbidités du patient et la forme de la maladie qui vont nous permettre d'orienter la prise en charge. Le caractère notamment de l'observance a priori des patients est également très important pour préférer des formes injectables de médicaments chez les patients dont on craint que l'observance ne soit pas au rendez-vous. On a schématiquement deux formes en présence. On a des formes peu sévères qui impactent beaucoup sur la qualité de vie, qui sont les formes cutanéo-articulaires. Ces formes-là sont à l'heure actuelle encore mal prises en charge parce que des besoins non satisfaits sur le plan thérapeutique sont très importants. Il y a des nouvelles molécules qui apparaissent sur le marché qui vont probablement changer cette prise en charge, mais ça c'est quelque chose qui est à prendre quand même très au sérieux parce que ça impacte énormément sur la qualité de vie des patients. A l'inverse, vous avez des atteintes qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel ou vital, que sont les atteintes oculaires, neurologiques et cardiovasculaires, où là, la prise en charge urgente, agressive, pour limiter les séquelles et la mortalité sont très importantes. Et en dernier lieu, bien entendu, il y a la prise en charge du coût des médicaments, notamment les biothérapies, qui sont souvent suspensives et qu'il faut savoir évaluer et savoir surtout leur place et savoir si on part sur des traitements au long cours ou si on peut éventuellement, au bout d'un certain temps, essayer d'arrêter progressivement ces traitements pour éviter des prises en charge trop longues et pas forcément nécessaires dans tous les cas.
Alors voici un petit quiz. Vous avez un patient qui a une atteinte cutanéo-articulaire. Quelle mesure thérapeutique proposez-vous en première intention? Alors, vous avez 5 choix. La colchicine, les traitements symptomatiques locaux, la prednisone à 40 mg, l'Immurel et le Roferon. Donc, on peut dire effectivement qu'en première intention sur une atteinte cutanéo-articulaire, on va avoir tendance à proposer la première et la deuxième solution dans un premier temps et qu'on avisera ensuite pour voir s'il faut rajouter d'autres traitements. Alors pourquoi la colchicine? La colchicine parce que il y a quand même des études randomisées par les équipes turques qui ont montré que, notamment chez les femmes, que ça diminuait les poussées d'aphthose buccale et génitale, les lésions cutanées et également les poussées d'arthrite. Chez les hommes, ça diminuait également les poussées d'arthrite, mais l'effet semblait moins important. En termes de tolérance, globalement, la colchicine, que ce soit dans la maladie de Behçet ou dans d'autres pathologies comme notamment les péricardites, le profil de tolérance comparé au placebo est équivalent. Alors, quels immunomodulateurs peuvent être utilisés avec succès dans le traitement de la maladie de Behçet? 5 propositions, les anti-interleukine 1, les anti-interleukine 6, le MabThera, le belimumab et la Prémilaste. Alors, les anti-L1, les anti-interleukine 6, il y a quelques données qui ne sont pas d'un niveau de preuve très très élevé, mais dans la vraie vie et sur ces données, les résultats sont assez probants, mais méritent d'être évalués plus en avant. Les réponses 3 et 4 ne sont pas utilisées dans la maladie de Behçet, en dehors pour le MabThera de cas rapportés très très isolés, mais sur un rationnel peu clair, puisque le rôle des lymphocytes B est pas évident dans cette pathologie. Et puis, la 5e proposition, la Prémilaste, on va en parler parce que c'est un traitement novateur, très efficace, qui aura une place grandissante dans cette pathologie. Voici la présentation de l'essai Princeps de l'utilisation en phase 2 de la Prémilaste dans la maladie de Behçet. Il s'agit d'une étude menée par les équipes turques qui comportait une phase randomisée contre placebo pendant les 12 premières semaines qui comparait la Prémilaste, qui est en fait un inhibiteur oral de la phosphodiestérase 4 et qui joue en fait sur différentes voies de l'inflammation en inhibant la phosphodiesterase 4. Et cette molécule était comparée au placebo sur les 12 premières semaines en randomisé. Puis il y avait une phase ouverte ultérieurement de 12 semaines où tous les patients avaient le traitement. C'était essentiellement des patients avec une forme peu sévère de la maladie, cutanéo-articulaire essentiellement, et les critères d'inclusion comportaient des poussées d'aphthose itératives avec au moins 3 poussées d'aphthose précédant l'inclusion, donc des patients très très sévèrement touchés par les aphtes. Et l'on voit sur cette courbe, par rapport au placebo, dans la première phase de 12 semaines, randomisée, la diminution extrêmement rapide et extrêmement importante sous apremilaste du nombre d'ulcères chez ces patients dans le groupe apremilaste par rapport au groupe placebo, où la diminution était beaucoup plus faible, et surtout lorsqu'on arrive sur la période de crossover et que tous les patients en ouvert vont bénéficier de la Prémilaste, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration très significative chez tous les patients. L'élément important dans cette étude, c'est qu'à l'arrêt de la Prémilaste, au terme des 24 semaines de suivi, eh ben, les aphtes réapparaissaient, et donc on avait un effet suspensif de ce traitement. De la même manière, cette étude a analysé les échelles de douleur liées aux ulcères buccaux, et on peut voir que le même type de résultat est observé par rapport au groupe placebo. En étude ouverte, tous les patients sont améliorés. À l'arrêt, les récidives apparaissent. Donc si on résume un petit peu les choses à l'heure actuelle, on peut dire que dans les formes cutanéo-articulaires, on va avoir l'utilisation de la colchicine en première intention, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et parfois une corticothérapie locale pour les aphtes bucco-génitaux.
On va arriver sur un traitement immunosuppresseur et corticoïde par voie générale dans les formes réfractaires cutanéo-muqueuses, ou alors dans les atteintes plus sévères de la maladie, que ce soit au niveau oculaire, digestif, neurologique ou vasculaire. À l'heure actuelle, la tendance est vers l'utilisation de agents biologiques plus rapidement vu leur efficacité, notamment les anti-TNF dans les formes oculaires dont l'efficacité maintenant est bien démontrée, mais également dans les formes graves, digestives, cardiovasculaires et neurologiques. Pour le cas particulier des atteintes oculaires, l'interféron alpha est également recommandé dans les formes sévères en alternative des anti-TNF parce qu'il y a énormément de données, notamment par les équipes allemandes, mais également par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière sur l'efficacité de l'interféron dans cette indication. Pour ce qui est des anti-IL1 et des anti-interleukine 6, on manque encore de données pour savoir leur place réelle dans l'arsenal thérapeutique. Alors, il y a maintenant beaucoup de données collectées dans la littérature, en plus des données de la vraie vie, qui suggèrent clairement que les anti-TNF fonctionnent bien sûr dans les atteintes oculaires sévères, mais également dans les autres atteintes, qu'elles soient digestives, cutanéo-muqueuses sévères, neurologiques, articulaires et cardiovasculaires. Des données préliminaires de notre équipe montrent effectivement que les anti-TNF sont une excellente alternative aux vieux immunosuppresseurs, avec des résultats extrêmement probants qui seront prochainement présentés dans les congrès internationaux. Les recommandations européennes autour du traitement de la maladie de B7 ont été réactualisées au mois de décembre lors d'une réunion d'experts que nous avons eue à Zurich et qui sera publiée au cours de l'année. Pour les atteintes oculaires sévères, caractérisées par une baisse de la vision et ou une vascularite rétinienne, il est recommandé d'utiliser l'interféron ou les anti-TNF, avec une petite préférence pour les anti-TNF vu leur rapidité d'efficacité, associés aux corticoïdes dans cette indication. Pour les formes peu sévères, sans ces critères, c'est-à-dire avec une atteinte du segment postérieur sans baisse de la vision et sans vascularite, il est recommandé d'utiliser une corticothérapie et de l'Immurel en première intention pour éviter l'atteinte bilatérale et une aggravation de ces atteintes oculaires. Pour ce qui est des atteintes vasculaires graves, on maintient toujours dans les indications l'endoxan IV pour les formes les plus graves et l'Immurel pour les formes un peu moins sévères, associés aux corticoïdes. Les anticoagulants sont laissés à l'appréciation du clinicien. Ils peuvent être proposés dans les atteintes veineuses si on a éliminé les anévrismes artériels notamment associés. Les anti-TNF vont probablement avoir une place un peu plus grande à l'avenir, mais les données pour l'instant publiées sont encore trop préliminaires pour recommander en première intention les anti-TNF. Ça devrait changer dans les prochains mois au vu des études qui vont arriver dans les congrès qui seront prochainement publiés. La place de la chirurgie dans ces atteintes vasculaires, notamment artérielles, pulmonaires et aortiques. Alors, pour ce qui est des atteintes aortiques anévrismales, la chirurgie en urgence est recommandée compte tenu du haut risque de rupture. Pour ce qui est des artères pulmonaires, on est sur une atteinte avec une atteinte de sang veineux, où là, la chirurgie est beaucoup plus difficile d'accès parce que la thoracotomie est lourde et la mortalité de ce type de chirurgie est très très lourde. Et donc, on recommande plutôt, en cas d'anévrisme menaçant, une voie endovasculaire privilégiée en complément du traitement anti-inflammatoire. Les atteintes neurologiques centrales, on est sur un traitement soit par Immurel, soit par anti-TNF associé aux corticoïdes, avec une préférence pour les anti-TNF dans les formes les plus graves. Pour les atteintes articulaires, colchicine en première intention et parfois recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, Immurel ou méthotrexate et anti-TNF dans les formes les plus graves. Les atteintes cutanéo-muqueuses, la colchicine, les traitements locaux, les bains de bouche et la place de l'après-milaste sera discutée effectivement dans les prochains mois, après notamment les résultats des phases 3 qui sont en cours. On peut également avoir recours aux thalidomide et aux anti-TNF dans ces indications-là et parfois à d'autres agents biologiques.
Et je voudrais terminer cette présentation sur des remerciements à toute l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, que ce soit dans le service de médecine interne d'immunologie clinique, les ophtalmologistes, les immunologistes, les jeunes étudiants et les moins jeunes étudiants qui ont travaillé là-dessus, les équipes de chirurgie vasculaire avec qui nous collaborons, et toutes les équipes d'immunologie en dehors de la Pitié-Salpêtrière également avec qui nous collaborons sur ce domaine. Merci à tous.